Plusieurs fois, je me suis pris des claques. Je me suis pris une poêle bouillante en pleine tronche. Moi, ça m'est arrivé de travailler jusqu'à 16 heures par jour. C'est quand même un système qui est en place depuis des centaines d'années et qui broie les gens. Tous les coups seront permis et dans les grandes brigades, c'est écraser les gens pour aller plus haut. On met les chefs en avant, c'est quelque chose qui donne plein d'étoiles dans les yeux de tout le monde. Waouh, c'est incroyable, c'est des stars, machin. Oui, c'est réel. Il y a la face cachée de l'iceberg. Merci. Ils ont longtemps hésité à montrer leur visage. Axel, 27 ans, et Léa, 23 ans, ne se connaissent pas. C'est nous qui les avons réunis, car ils comptent parmi les meilleurs cuisiniers de leur génération et ils ont fait le choix courageux de nous raconter l'enfer de la haute gastronomie. Un monde très violent où règne encore souvent la loi du silence. Et souvent, on se tait, c'est normal de rien dire et d'avancer comme ça. Se faire insulter tous les jours, etc. Je pense pas que c'est commun à tout le monde en arrivant au travail. C'est une pression hiérarchique quoi, qui vient de tout en haut, qui se répercute sur les sous-chefs, sur les chefs de parti et ainsi de suite. Et ouais, du coup, la personne qui est tout en bas de l'échelle, elle ramasse pour tout le monde, quoi. C'est la perfection, mais à quel prix? Quand de tes 15 à tes 18 ans, tu vis ça tous les jours, ça laisse des séquelles. C'est clairement le moment de changer cette mentalité-là, ouais. On lance un tourteau, s'il vous plaît. Avec une langoustine carte. Notre enquête sur les coulisses de la haute gastronomie commence au Lausanne Palace. Là où un chef a accepté de nous ouvrir les portes de sa Langoustine cuisine. au barbecue, ça va, s'il vous plaît. Franck Pelux et sa brigade y assurent l'excellence depuis 5 ans. Oui, chef. Ça va, s'il vous plaît. 2 étoiles au guide Michelin, 17 sur 20 au Gaumillot. Chef. Prix du menu complet, 258 francs. Passe 2 petits légumes, s'il vous plaît. Top vip. Il y a un sushi, une langoustine, un cendre, une volaille, un chevreuil, un fromage. Ça va, s'il vous plaît. Pour l'équipe, les journées sont longues, très longues. Un service à midi, un le soir. Les horaires, 8h-15h, 17h, 22h, 12 heures de travail, Deux salés, s'il vous quand plaît. tout va bien. La 6, on est dessus, il avait dit 2 minutes, il y a 5 minutes. Ah, vas-y, Nico. Ils sont jeunes, c'est jeune, c'est une équipe jeune. Hein. Ça dépend lesquels, hein. À vous de deviner, on va voir. Non, mais plutôt jeune, je pense. Allez, moyenne d'âge, ça doit être grosso modo 25. Quoi, c'est souvent comme ça, c'est toujours plutôt jeune en fait. C'est une question de... Non, mais très jeune parce qu'après, ils changent de voie. Après, ils changent d'ambition, de carrière quand ça devient dur. Et après, ils veulent faire de la coupure. S'ils n'ont pas une petite amie ou un petit copain dans le milieu, ils vont dire j'arrête. Enfin, il y a beaucoup de prétextes à arrêter, hein, c'est un métier. Il faut que l'environnement privé soit favorable. Ça, c'est un peu indépendant de notre volonté. Mais... Donc c'est pour ça que c'est globalement jeune, parce que jeunes, ils n'ont pas de contraintes de vie de famille. ils peuvent tout donner quoi. Exactement, ils n'ont pas une contrainte d'une vie familiale pesante. Mais si les équipes sont si jeunes, ce n'est peut-être pas uniquement une question de vie familiale. La volaille? Attends, ils n'ont même pas démarré la volaille, toi t'es déjà... Car l'univers de la haute gastronomie est impitoyable, à commencer par sa structure. Une brigade, c'est en effet une hiérarchie très stricte. Il y a le chef, le sous-chef, les chefs de partie, un pour le garde-manger, un pour le poisson, un pour la viande, qui ont ensuite chacun un ou plusieurs commis. C'est strict et pour s'imposer, il faut gravir les échelons. Du restaurant familial de sa Bourgogne natale, Franck Pelux a ainsi trimballé ses toutous dans plusieurs tables prestigieuses en France et en Asie avant d'atterrir à Lausanne. Un périple gastronomique de près de 20 ans où il a vu aussi la colère
la violence et les débordements. Bien sûr, ouais, je l'ai vécu faire, pas personnellement, mais je l'ai vu faire, bien sûr. Ouais. Humiliation, gestes violents, bien sûr. Ouais. Mais pour nous, je suis encore la génération d'avant, c'était pas non plus. C'est bizarre. On l'acceptait en tout cas. Pour nous, fallait passer par là pour arriver au haut niveau, quoi. Passer par là, par cette idée encore très répandue que pour devenir un bon chef, il faut en baver. C'est brutal en termes d'heures, d'engagement physique. C'est quand même un métier qui est... Vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux mains, vous avez mal aux articulations. C'est quand même, en soi, c'est brutal. À 6h du matin, on est à fond, on porte les casseroles, on réceptionne les produits, on a les mains dans la glace, on a les mains dans le chaud, c'est physique. Si vous étiez hors de ce monde complètement, dans lequel vous êtes plongé depuis que vous êtes tout petit en fait, vous penseriez quoi? Vous diriez quoi? C'est des passionnés ou c'est des cinglés? Un peu des deux, je pense. des fous, follement passionnés, je dirais, parce que c'est beau, quoi. C'est un métier d'engagement, ça c'est sûr, de dévotion pour les autres, mais qui donne tellement. C'est exceptionnel comme métier. Vous pouvez marquer des gens à vie. Nous, on a marqué un nombre de clients pour la vie, c'est fabuleux. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus comme métier? La passion. C'est peut-être la raison pour laquelle certains acceptent trop longtemps l'inacceptable. Prenez Léa. La gastronomie était un rêve d'enfant. Elle a toujours eu en tête de rejoindre une brigade de haut niveau depuis sa première expérience à l'école obligatoire. Mon tout premier stage, quand j'avais 14 ans, ça a été une grande révélation pour moi parce que c'était une grande maison, donc assez prestigieux et toutes ces personnes qu'on voit à la télé, donc Top Chef, etc. Et quand je suis rentrée là-bas, je suis sortie de ces 2 jours de stage, j'ai dit à mon papa, c'est ça que je veux faire de ma vie, je ne me vois pas faire autre chose, c'est vraiment ça qui me passionne, donc c'est ça où je me vois, c'est ça que je veux faire de ma vie. De 15 à 18 ans, elle multiplie les concours. Elle gagne le titre de meilleure apprentie vaudoise, participe ensuite aux Swiss Skills où elle décroche la 5e place et dont elle est aujourd'hui encore ambassadrice. Bref, elle a le talent, la passion et la détermination. Elle réalise alors son rêve et s'engage comme commis dans un étoilé. Mais être une femme ambitieuse dans un milieu encore très masculin, ça passe mal. Avec l'équipe, c'était assez compliqué d'aller au travail et de se faire insulter tous les jours, on va dire. C'est compliqué d'être passionné, de savoir qu'on ne fait pas vraiment grand-chose de faux, mais derrière, avoir beaucoup d'insultes de la part de ses collègues. Ferme ta gueule, t'es qu'une commis, tu sers à rien, ça sert à rien que tu viennes, non mais dégage de là, plein de choses comme ça, à répétition toute la journée. Dont j'ai aussi eu du vol dans mes frigos, ou par exemple quelqu'un qui m'a pris le bras et qui m'a tiré les poils. La pire des choses, je pense, que j'ai eu, c'est d'aller un jour sur mon poste et d'avoir des insultes marquées sur mon poste. Quel type d'insultes? Salope, connasse, menteuse, et j'en passe. Et les gens qui sont en cuisine, parfois, s'en rendent pas compte non plus. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel c'est normal de mal se parler, de fonctionner comme ça. C'est une violence systémique. Mm-hmm. C'est une violence qui est normale. Pour moi aussi, c'était normal au départ, jusqu'à que je me rende compte que c'était pas normal. Et des blagues sexistes, des blagues où les femmes, on est des objets, des choses comme ça. Et je dis, bonjour, je suis ici. C'est pas normal de parler comme ça des femmes. Que vous le fassiez derrière notre dos, c'est pas normal du tout. Mais, voilà. Mais quand vous le faites et qu'il y a une femme devant vous, c'est encore moins normal. Parler d'insultes sexistes, c'était quoi, par exemple? J'ai pas envie de les citer. Vraiment pas. Parce que c'est pas des choses que je veux que ça sorte de ma bouche. Elle découvre aussi un univers ultra compétitif, un règne du chacun pour soi, où tous les coups semblent permis. On me volait de la mise en place pour que derrière, je sois en difficulté pendant le service parce qu'il me manque des choses.
pour que vous preniez pas la place de quelqu'un. Enfin, c'est ça l'idée. Je pense que c'est ça. Après, je sais pas vraiment, parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais compris et je comprendrai jamais de l'idée de saboter quelqu'un et de vouloir la rendre au plus mal. Enfin, c'est quelque chose que je comprends pas et c'est vraiment pas le but de la vie pour moi. Mais c'est ce qui se passe dans les restaurants gastronomiques. On a l'impression un peu que ils réfléchissent pas vraiment, il y a pas de cœur, il y a pas, et puis c'est vraiment des machines qui avancent et pas grand chose d'autre, quoi. À un moment donné, j'ai mon corps qui m'a dit stop. J'arrivais plus, je pleurais, j'arrivais plus à camoufler, ma famille l'a vu, puis ils m'ont dit il faut que tu arrêtes. C'était pas normal d'arriver en pleurant au travail, c'était pas normal de pas avoir envie de se lever le matin pour tout simplement vivre. Et voilà. Merci. Bon appétit. C'est quoi ? Mais je pense que ça m'a Léa a pris donc 10 heures, dissimulé parce que son la mal-être. femme, c'est pas réussi du premier Il faut dire coup, que de l'extérieur, il est difficile d'imaginer l'envers du décor de ce monde étoilé. Ça m'étonne Sa pas. meilleure amie ne se doutait de rien. Elle a supporté vraiment toute seule. Et dès qu'elle s'est ouverte, on comprend en fait ce qui se passe. Et on s'y attend pas parce qu'on se dit que c'est quand même un univers où les gens doivent être soudés en cuisine. Et en fait, pas vraiment. Enfin, je vois pas l'intérêt de rabaisser comme ça une femme en cuisine juste parce que c'est une femme. Enfin, les capacités sont vraiment les mêmes. Et quand elle m'a dit ce qu'elle avait enduré, c'est dur à comprendre en vrai. Elle est vraiment allée trop loin, je pense. Si elle avait parlé avant, ça aurait été aussi mieux pour elle. C'est une normalité de rien dire. C'est vraiment une normalité et on s'habitue à ça et on avance comme ça et on se pose pas de questions. Une casserole, ça se met pas sur une planche. Un morceau de viande crue qui est coupé avec la casserole qui est dégueulasse en dessous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va manger quelque chose comme ça? Non, chef, je m'ai ignoré, chef. Look, at this bombshell, come on. If you work in the you're going to produce. Yes, sir! You're not throwing that on the floor. Look at her, madam. Look, seriously, no. This is a kitchen. We're not cooking cowboys now. And you're just throwing it like it's cow dung or dog all over the floor. Je partage. Ah, mais je sais pas, moi, c'est pas marqué partager, bande de nazes. Oh! 4 bols en urgence, vas-y, sors-moi des bols, sors-moi les garnitures, la crème. Crème veloutée, vas-y, partage. Réfléchis pas, mon garçon, vas-y. Sors les bols, étale. En mode, de quelle garniture, on Les envoie. cris Au revoir. et les humiliations. Depuis 15 ans, les émissions consacrées à la gastronomie de haut niveau distillent le même message. Is the problem with this whole Pour round. devenir une grande chef, il faut encaisser. Boring. It's Bref, not the la spirit violence en of cuisine what se we retrouve came ainsi here to do. normalisée And if you auprès du don't grand want to public, deliver on the highest level, if you want to peu play the importe game les and be séquelles. safe, you're not going to win this thing. Or, les séquelles, parfois, sont sévères. Axel est un rescapé traumatisé de la haute gastronomie. Ce jeune chef fribourgeois a en effet littéralement connu l'enfer. Il avait alors 15 ans lorsqu'il s'engage comme apprenti dans un restaurant étoilé, l'un des meilleurs du canton. On te lance un peu dans une arène où tu sais pas à quoi t'attendre, ce qui va t'arriver, et il y a des situations qui sont très dures à gérer pour un jeune de cet âge-là, quoi. Tu vois tous les jours, tous les employés se faire insulter, ça gueule du matin au soir, ça lance des trucs, machin, il y a tout qu'ils veulent, il fait très très chaud, c'est très stressant, t'es sous pression H24, on t'insulte, t'es un trou du cul, t'es un connard, t'es un moins que rien, t'arriveras à rien. Et je pense que ouais, le moment le plus violent que j'ai vécu là-bas, c'était un gros service, ça devait être 90 couverts, plus encore un groupe à côté, enfin c'était vraiment une grosse soirée. Et on a un chauffe-plat en fait, pour mettre les assiettes pour qu'elles restent chaudes. Et en fait, genre j'ouvre ce chauffe-plat et l'aide de cuisine qui était à la plonge, je les avais rangées peut-être un peu de biais quoi. Et là, bam, 6-7 assiettes qui tombent, puis c'est 60 balles l'assiette quoi. Et là, j'ai même pas eu le temps de me relever du chauffe-plat que le chef il avait déjà pris ma tête, tapé contre le chauffe-plat. Et c'est là que j'ai enlevé mon tablier, je me suis cassé, je suis jamais revenu. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. En tout cas dans ce métier. Axel, DJ à ses très rares heures perdues,
termine son apprentissage dans un autre établissement, sans subir de violence cette fois-ci. Mais ces 2 ans en enfer laissent une trace indélébile. Bah ouais, à l'âge de 18 ans, grosse dépression, quoi. Envie de tout arrêter, plus aucune motivation à rentrer dans le milieu du travail, du coup, que ce soit là-dedans ou dans un autre métier, parce que tu rentres là-dedans à 15 ans, on te dit, ok, ben, le monde du travail, c'est ça maintenant. Et ce sera comme ça toute ta vie. Donc ça refroidit, quoi. Donc ouais, des idées pas très joyeuses qui traversent l'esprit. Parce que forcément, quand t'as cet âge-là, tu te construis, tu vois tous tes amis qui sont heureux, qui se forment gentiment dans leur métier, tout bien, tout cosy. Et toi, tu vis un enfer à côté, quoi. Donc ouais, t'as... Ouais, ça veut dire que vous avez eu des pensées suicidaires? Je dirais pas que j'ai eu des pensées suicidaires, mais je pense que j'y suis pas passé loin, ouais. Axel se relève, poursuit sa carrière et gravit les échelons pour devenir chef de cuisine. À 21 ans, il se retrouve déjà à gérer des équipes. Seulement voilà, il est conditionné par la violence et va se surprendre à reproduire un comportement agressif. Ben, ça a été dur de déconstruire tout ce qu'on m'a inculqué pendant ces années-là où j'ai dû passer par des moments où je me suis fait virer d'un restaurant parce que j'étais trop dur avec les employés et du coup, ouais. C'est passé, je pense que c'est passé par ces moments-là où tu dois te remettre en question et te dire, ok, bon, ben, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Ok, j'ai fait ça, j'ai pas été agréable, j'ai parlé mal, j'ai été trop dur, j'ai pu crier sur des gens. Là, c'est trop, faut que ça change, autant pour toi que pour les gens. Et parce que moi, j'ai pas envie d'être ce chef-là qui est insupportable avec tout le monde, quoi. Un peu partout, la parole commence à se libérer. À Paris, épicentre du luxe et de la gastronomie, la question des violences en cuisine prend même une tournure politique. Dans une salle de l'Assemblée nationale, des collectifs d'employés de la restauration et des députés organisent le tout premier colloque sur cet enjeu. Ils souhaitent aboutir à la création d'une commission d'enquête, comme ce fut le cas pour le monde du cinéma. On voit que les violences, elles sont toujours là. Elles commencent dès le début de la formation chez des personnes qui sont encore mineures et elles continuent tout au long de la carrière. Alors on se pose la question, est-ce que la restauration, c'est un secteur privilégié qui serait au-dessus des lois? Cette offre de cuisinier-cuisinière à Dijon, précisant, accrochez-vous, les heures supplémentaires sont prises en compte. On a un secteur dans lequel l'affichage du respect a priori potentiellement et partiel du Code du travail devient un argument de recrutement. L'invité de marque de la journée, c'est la journaliste Nora Boazzouni. Son livre, résultat d'une enquête de 4 ans sur les violences en cuisine, a secoué l'Hexagone et fissuré l'omerta dans un secteur qui faisait la fierté du pays. On a créé un questionnaire. Ce questionnaire, au bout de quelques jours, a eu des centaines de réponses. On ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Et aujourd'hui, il y a plus de 3500 réponses sur ce questionnaire. 1/3 des témoignages mettent en cause un restaurant étoilé. 1/3 n'ont pas porté plainte par peur que ça nuise à leur carrière. Et dans seulement 6% des cas, l'auteur des violences a été sanctionné ou licencié. Vous regardez les témoignages des conditions de travail il y a 2 siècles, vous enlevez juste le charbon, et c'est la même chose. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris et marqué dans tous les témoignages, et j'en ai quand même reçu beaucoup, c'est que beaucoup de ces gens utilisent les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases. Par exemple, on va à la guerre. Chaque coup de feu, chaque début de service, on va à la guerre, on y va ensemble, on fait corps, comme une armée. Le mot machine aussi. C'est pour ça que je parle de déshumanisation. C'est l'apprentissage de la déshumanisation dès l'école qui fait qu'on peut exploiter les gens parce qu'on leur dit « il faut que tu sois une machine ». Une machine, ça a quel avantage? Ça boit pas, ça mange pas, ça va pas aux toilettes, ça ne se plaint pas et ça ne ressent pas la douleur. Puis il y a aussi le mot faible. Pas de place pour les faibles n'ont rien à faire là. Il y a l'idée qu'il faut être endurant. L'endurance, c'est aussi une caractéristique quand même très présente dans le vocabulaire et dans la façon dont on éduque ces gens-là. Donc tous ces mots-là servent aussi à légitimer des violences, à les normaliser, notamment des violences sur mineurs, sexistes, sexuelles, physiques, psychologiques.
Dans ce monde impitoyable, ceux qui atteignent le sommet ont donc en quelque sorte franchi toutes les étapes de la sélection naturelle. Portés au nu pour leur parcours, les chefs, quasiment que des hommes, sont devenus les stars des people dont l'aura dépasse largement le périmètre de leur cuisine. Le chef a pris une place qu'il n'avait pas avant, qui a un rôle à la fois de prescripteur, à la fois de gardien des traditions. On a un travail d'éducation au grand public qui a été fait pour leur faire accepter aussi que tel ou tel chef est un peu brutal, est un peu violent, est un peu humiliant, un peu brut de décoffrage. Donc on en passe par des euphémismes pas possibles pour justifier en disant « la preuve, ça marche ». Il a 3 étoiles depuis 10 ans, il a ouvert 4 restos à l'étranger. Ces personnes-là sont en quelque sorte les garants du mythe et les garants d'un système qui semble fonctionner en vitrine, mais on l'a vu pas en coulisses. En Suisse aussi, nous avons nos chefs stars. Franck Giovannini côté roman, Andreas Caminada côté alémanique. Et ça tombe bien, tout ce beau monde était réuni dans le Jura, au Noirmont, à la Maison Wenger, à l'occasion de la sortie du guide Gomio 2026. Dans une ambiance select, on célèbre l'excellence et l'on désigne, comme lors de chaque édition, le cuisinier suisse de l'année. En l'occurrence, le maître des lieux, au Noirmont. Jérémy Desbro. Félicitations, grand bravo. Jérémy, félicitations déjà. Félicitations. Une grande maison, un grand chef, félicitations. Merci. Au risque de casser un peu l'ambiance, nous lui avons demandé si tous les chefs étaient des tortionnaires. On souffre un peu des casseroles du passé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des abus dans les restaurants gastronomiques, que ce soit au niveau des horaires, au niveau de la présence, au niveau du comportement de certains chefs qui ont pu un peu abuser et dégoûter les jeunes. Et puis ça a été compliqué de faire changer les mentalités. Vous avez vécu des choses à titre personnel qui vous ont choqué? Oui. Oui. Mais, en général, on se comporte dans un travail comme on nous demande de se comporter. On nous met une certaine pression. Si les chefs et les supérieurs, les cadres nous montrent le mauvais exemple, on ne sait pas forcément que ce qu'on fait, c'est pas bien. Donc oui, on a vécu des choses que je ne referai plus jamais ici. La course aux étoiles et à la note maximale exerce une pression hors norme sur les chefs et donc sur leur brigade. C'est le jeu de la distinction et le patron roman de Gomio l'assume. Est-ce que l'excellence justifie tout? L'excellence ne justifie certainement pas tout. La preuve, il y a des restaurateurs, des chefs qui arrivent à très bien faire fonctionner leur brigade sans violence. Mais la pression, elle peut être énorme, notamment en lien avec des guides d'ailleurs, mais en lien avec en fait la clientèle de tous les jours. Parce que pour arriver à un niveau d'exception, ça demande une rigueur absolue et pour cette rigueur, il faut évidemment une discipline, il y a des horaires qui sont extrêmement lourds, il y a une vraie pression psychologique, ça c'est sûr. Difficile de quitter cette agape des grands chefs sans aborder la question des violences avec l'homme à la tête de la table la plus prestigieuse de Suisse romande, 3 étoiles au Michelin. Ça a été très rude, oui. Il y a une génération, on va dire, en arrière, où on se faisait engueuler du matin au soir, on faisait des heures pas possibles, il faisait chaud dans les cuisines, c'était infernal. C'était vraiment pour les acharnés qui faisaient la cuisine. Maintenant, ça a complètement changé, ça s'est amélioré. Est-ce que fondamentalement, ça a vraiment changé? Oui. Alors, je ne suis pas dans toutes les cuisines du monde. Moi, je prends mon exemple personnel. Ça fait 30 ans que je travaille à l'hôtel de ville de Crissier, donc j'ai travaillé avec mes 3 prédécesseurs. Évidemment, M. Girardet, M. Rochat, même si c'était des chefs merveilleux, mais quand même, l'ambiance était quand même pas la même du tout que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, moi, je peux vous dire qu'en tout cas, dans mon restaurant, ça a changé. On peut plus gueuler comme ça, parce que maintenant, en plus, avec tous ces réseaux sociaux et tout ça, ça... Avant, ça restait dans les cuisines. Personne ne le savait. Ça se voyait pas trop à l'extérieur. Alors que maintenant, avec les téléphones, avec tout ça, je pense que celui qui gueule, il doit quand même faire attention de ne pas se retrouver sur Internet partout. Tout aurait donc changé. Seulement voilà, ce n'est pas vraiment ce que celui que nous appellerons Stéphane vient d'expérimenter. Ce jeune homme a terminé récemment son apprentissage au sein d'une très grosse brigade et il y a subi cette fameuse déshumanisation qui sévit donc encore et qui pose, vous allez le voir, la question de la protection des apprentis.
Une fois, on a aiguisé le dos de mon couteau pour que quand je coupe et que je tenais ma lame sur le dos, je me coupe la main. Je me rappelle une fois, j'ai un chef qui m'a volontairement brûlé avec de l'huile. Il était en train d'arroser une viande avec de l'huile chaude. Et du coup, il arrosait d'un côté, du côté gauche. Et puis moi, j'étais à sa droite, je lui parlais. Et à un moment, il va à droite et il me lançait de l'huile chaude sur ma main. Et je me suis retrouvé avec une immense cloque. Et après, bien sûr, on sent le même truc que d'habitude, ou si on se coupait et tout, c'est le métier qui rentre. Le métier qui rentre, ce sont aussi les journées à rallonge. Car comme dans la plupart des brigades, chez le maître d'apprentissage de Stéphane, on avait une façon, disons, un peu particulière de compter les heures. Je me rappelle la première fois que je suis allé remplir ma fiche d'heures et que je vois que mes heures, c'était pas du tout ce que j'avais fait, que c'était du coup l'équivalent de 9 heures par jour alors que j'avais travaillé 11 heures par jour pendant un mois. Ils me font « Ah oui, c'est normal, tu dois signer et c'est tout bon. De toute façon, on n'a pas le temps d'écrire les vraies heures. » Assez rapidement, mes 11 heures sont transformées en 12 puis 14 à la fin de mon apprentissage. Ce qui a fait qu'à la fin de mon apprentissage, j'avais à peu près 1 an et demi d'heures sup non remboursées. Sensible, alors encore mal assuré dans ses gestes, Stéphane est pris en grippe par son chef de partie qui va lui faire vivre un enfer psychologique. Ça commençait d'abord pour d'enlever ma confiance en moi, de me dire que j'étais une merde, que j'étais pas bon, que j'arrivais à rien à faire seul. Et je me rappellerai toujours qu'il m'a glissé à l'oreille, mais en chuchotant, « Tu sers à rien, t'es une merde, faut mieux que t'ailles te suicider. » Tu veux un peu ? Merci. Je te laisse prendre la viande. C'est moi qui vais te servir la viande. En quelques semaines, Stéphane, épuisé, perd 10 kilos. Inquiète, sa mère lui propose d'intervenir auprès du grand chef, mais Stéphane la supplie de ne pas le faire. Elle ne se doutait pas alors de l'ampleur des souffrances infligées à son fils. Pour moi, c'est criminel, oui, bien sûr. J'ai pas les termes, mais c'est même plus du manque de respect. C'est une atteinte psychologique qui peut détruire quelqu'un, clairement. Et je pense que sur le plan juridique, ça doit être attaquable, ça c'est certain. Et je dirais, en fin de compte, c'est peut-être mieux que je l'ai pas su tout de suite, parce que c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas tellement gérable pour un parent. Pour moi, c'est de la cruauté, quoi. Ça n'a pas lieu d'être sur un lieu de travail. Stéphane n'a rien dit non plus aux autorités de surveillance de l'apprentissage. Chaque apprenti est en principe suivi par un commissaire. Seulement voilà, le jeune homme n'a même pas eu l'opportunité d'établir un rapport de confiance. Techniquement, les commissaires, ils devaient venir une fois par année, discuter avec nous, ou venir au travail, voir comment ça se passe. Et moi, pendant tout mon apprentissage, il est venu une fois à la toute fin de mon apprentissage. Je crois que c'était même après mes examens de cuisine. Donc voilà, c'était quand tout était joué en soi. Et puis il m'a pas parlé. Il m'a dit « Vous allez bien ?»« Oui, ok. » Et puis sinon, il était en train de boire un verre de vin avec le patron. Mais en soi, il n'est pas venu pour me parler. Il est venu parce qu'il avait un rendez-vous avec le patron. Les apprentis cuisiniers sont-ils suffisamment protégés ? Dans le canton de Vaud, où Stéphane a effectué sa formation, ils suivent leurs cours ici, à l'école professionnelle de Montreux. À sa tête, depuis 10 ans, Jacques-Frédéric Sigler a été désigné par les services du canton pour répondre à nos questions. Notamment sur le fait que les commissaires d'apprentissage sont souvent d'anciens du métier, payés par la fêtière de la branche, et que dans ce milieu, tout le monde se connaît. Comment est-ce qu'on s'assure que les commissaires d'apprentissage sont réellement à la hauteur des apprentis et pas plutôt un peu les copains des maîtres d'apprentissage ou des patrons ? Parfois, les apprentis à qui on parle, ils disent « Oui, mais de toute façon, moi, je vais rien dire au commissaire parce que c'est le copain de mon patron, quoi. » C'est pas parce qu'on tutoie le patron qu'on est un copain. Et puis j'espère que je pense que tous les commissaires, quand ils mettent leur habit de « je suis le commissaire »,
c'est plus mon copain ou c'est plus mon collègue. Je suis là pour le jeune, et puis je suis là pour contrôler ça et ça. Mais il y a un risque de biais. Mais bien sûr, mais il y aura toujours un risque de biais. Simplement, au-dessus des commissaires, il y a la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire, puis il y a l'organisation professionnelle. Et à partir de là, on est tous autour de la table pour régler les situations. En moyenne, et c'est énorme, un apprenti sur 3 ne va pas au bout de sa formation de cuisinier. À l'école professionnelle de Montreux, on assure pourtant tout mettre en place pour protéger ces jeunes chefs de demain dans leur santé mentale. Ils ont tout plein de portes dans laquelle aller frapper s'ils ont des soucis. On a des commissaires d'apprentissage, on a conseillers aux apprentis, on a psychologues, on a leurs enseignants. Il y a plein de monde autour d'eux pour les accompagner dans leur formation pour régler généralement ces questions-là. Les espaces sont là. Je pense qu'il y a certains jeunes où on leur tend la main et ils nous la prennent pas. Ça aussi, c'est compliqué. C'est aussi ce qu'on essaye de leur expliquer. C'est que si on veut être aidé, il faut au moins faire un petit bout de pas, quoi. Et puis, ils ont aussi la problématique, alors pour certains, c'est juste de se dire, si je dis quelque chose, il va résilier mon contrat. Le problème serait-il alors générationnel? Pour essayer de comprendre, nous nous rendons au Locle, dans la table la mieux notée du canton de Neuchâtel. Le restaurant de la Croisette a longtemps traîné une réputation un peu effrayante pour les apprentis de la région. Ça marche 4 couverts, il y aura un potage, 3 salades à suivre, un menu 1, un tartare, 2 steaks à point. Le patron des lieux, François Berner, compte plus de 50 ans de métier. Alexis? Oui. Voilà, ça c'est la fiche de ce soir. Donc il y a 29 foie gras, il y a une salade de saison, un thon snacké, 29 beaux, un cabillaud, un risotto et puis 31 desserts. Très bien. Communique à Fabrice. Pas de soucis, très bien. Merci. On réclame un menu 1 de tartare, s'il vous plaît. On réclame les 6 entrecôtes, s'il vous plaît. À 70 ans, ce pape de la gastronomie dans la région travaille encore volontiers 12 heures par jour. Il gère 3 restaurants et emploie plus de 60 personnes. Ça marche, de nouveau 2 salades à suivre, un steak à point. C'est vrai, on a eu des engueulés en cuisine, hein. C'était chaud, mais à l'époque, je pense qu'ils étaient beaucoup plus résistants que maintenant. Maintenant, tout a changé, on peut plus parler de la même manière aux gens, aux employés, on doit les coacher, c'est totalement différent. Les jeunes, il y en a des qui restent quand même, mais c'est beaucoup plus volatile, puis beaucoup plus délicat, ou plus fragile maintenant. En cuisine, on doit tout envoyer plus ou moins en même temps, on dit pas qui le tour. Et puis effectivement, ça peut gueuler, et puis des fois, c'est mal perçu. Et je réclame 3 roast beef, s'il vous plaît. Oui. Les steaks, il me faut encore au moins 3 minutes. Hein. Très bien. À l'époque, quand on parlait fort, on gueulait tout d'un coup, les gens se donnaient plus de peine. Aujourd'hui, moi j'ai vu des gens, ils posent le tablier, ils partent. Et puis abandonner un poste de travail, pour moi, c'est impossible. On peut pas. Ça vous arrive ça? Pas moi de quitter, mais oui. Non, mais de vous faire quitter, je veux dire. Un cuisinier, oui, qui part. C'est arrivé. Et puis j'y courais des fois après pour dire, mais faut revenir. On n'a pas le droit. Parce qu'on est handicapé en cuisine. On n'a pas trop de gens qui sont là et puis pas remplacés par un autre. Sur les coulisses de la haute gastronomie, nous pensions avoir tout entendu. Mais à Paris, lors du colloque consacré aux violences, l'intervention d'un jeune cuisinier dans le public va piquer notre curiosité. Car elle révèle une autre dimension très secrète du métier, et vous allez le voir, tous nos témoins vont la confirmer. La chose où je voulais revenir, c'est la question des addictions. En fait, autour de moi, tout le long, depuis mes 16 ans, j'ai été entouré de gens qui tapaient de la coke, étaient alcooliques, moi je fume comme un pompier à cause de ça, beaucoup de gens qui fument du cannabis. Et en fait, les addictions aux drogues et à l'alcool sont énormes. Pourquoi a-t-on besoin d'autant de substances dans un métier qui est soi-disant formidable et rayonne à l'international? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce serait pour tenir les cadences infernales, ou faire oublier plein de choses? Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se posent comme question, donc je pose la question aux camarades. Ouais, c'est un grand sujet caché de ce milieu-là, quoi. J'ai pas de souci avec ça, mais par contre, dès que ça commence à avoir un impact sur ton travail, sur ton humeur au travail, et comment t'es avec les gens avec qui tu travailles, et que tu commences à consommer au travail et être agressif à cause de ça, ça joue pas, quoi.
Mais c'est un métier qui demande tellement d'énergie, de pression, de stress que dès que tu finis, t'as envie de décompresser. Direct. Les gens, c'est leur moyen de survie. C'est leur moyen d'accepter ça, c'est leur moyen de... Voilà. Et moi, j'ai pas voulu toucher à ça, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, etc. Mais ça, en cuisine, c'est ça, quoi. Il y a tout le monde qui en prend, il y a de tout... Enfin, honnêtement, depuis mes 15 ans que je suis dans le métier, j'ai tout vu. La cocaïne, il y en avait pas mal qui prenaient. Puis ça se remarquait à leur humeur. Des fois, ils étaient plus calmes, des fois, ils étaient beaucoup plus excités, des fois, ils étaient normaux. Mais des fois, quand ils prenaient, j'étais content qu'ils prennent, parce que je savais qu'il n'y aurait pas de problème, parce qu'ils en ont pris, et qu'ils sont dans une bonne humeur, parce qu'ils en ont bien pris. Ils ont pris la bonne quantité qu'il leur faut, et du coup ils sont bien, et ils sont pas violents, et tout. La cocaïne, on le sait, est un fléau dans ce milieu. Moi, j'ai vu des enfants prendre de la cocaïne sur des passes, se frotter les gencives avec les restes des collègues avant. Beaucoup de gens m'ont dit avoir goûté à la cocaïne pour la première fois en commençant dans ce secteur, à tous âges. Et puis aussi des chefs qui distribuent. Avant le coup de feu, le chef qui vous tend un miroir, puis une carte vitale, et puis qui dit « Allez, hop, chacun son tour ». Ça existe encore. Ça existe encore, mais on peut le comprendre dans le sens où, quand on travaille 80 heures semaine, ça n'est pas humain. La drogue, les horaires à rallonge, les violences physiques parfois, psychologiques très souvent, la compétition acharnée, les bizutages, la déshumanisation, bref, on l'aura compris, les coulisses de la gastronomie ne sont franchement pas reluisantes. Alors que faire? Comment sortir de cet engrenage toxique? Tartare, à point, café de Paris, merci. Une femme a peut-être la réponse. Elle est chef étoilée et a créé l'une des associations à l'origine du colloque parisien. Mais surtout, elle a choisi de mettre en pratique ses principes en créant une espèce de restaurant modèle. Elle recrute essentiellement des femmes, met en place un code de conduite très strict avec une tolérance zéro face aux violences et prône l'entraide plutôt que la compétition. Pour donner l'exemple, elle partage même son poste de chef avec une collègue. Vous êtes donc co-chef, c'est ça? Oui, on est co-chef. Tu peux en parler, Lorraine. C'est possible de partager le pouvoir? Oui, c'est possible. On est co-chef, donc on pense le restaurant à deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi à l'histoire du restaurant, à qu'est-ce qu'on voulait transmettre aux clients quand ils venaient ici. Et on a aussi beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait transmettre à nos équipes quand elles venaient travailler ici. Malgré cette approche très horizontale, une hiérarchie claire existe au sein de l'équipe, même si elle ne repose pas sur le modèle militaire de la brigade. Ce qu'on a mis en place, c'est une équipe de managers qui prend le relais aussi de l'autorité du chef, parce qu'on parle du chef, et c'est bien souvent ça aussi le problème dans ces violences, c'est que c'est un abus de pouvoir finalement. Et pour casser justement ce système avec les abus de pouvoir, on a mis en place une équipe de managers qui prend le relais, qui connaît la philosophie du restaurant, qui connaît les règles du restaurant et qui est capable de former les gens et d'encadrer les gens. Et c'est là où on évite justement cette pression qui est trop grande, qu'on va remettre sur les équipes et qui fait qu'on explose à des moments donnés. Et ça fonctionne très bien. Je dois dire que ça fonctionne très bien. Au lieu de se dire, voilà, il y a un chef qui détient tout le pouvoir, qui donne aucune autonomie à ses équipes et qui pense que c'est le génie absolu. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un travail de déconstruction à faire là-dessus, sur le fait qu'un restaurant, c'est une équipe, c'est un collectif qui travaille ensemble vers un but final. Et l'approche semble faire des émules, même là où l'on ne s'y attendrait pas forcément. Il faut dire que l'enjeu est de taille face à la pénurie de personnel qui frappe la restauration et donc aux difficultés à recruter. J'ai 70 ans, mais j'ai suivi quand même des cours pour essayer de comprendre cette génération Z. Et puis je me dis, c'est quand même pas les jeunes qui font des cours pour comprendre notre génération à nous, c'est pour aller à leur rencontre. Alors nous, on est très ouverts, on a notre expérience quand même. Et même cette année, on a fait une formation. J'en ai suivi 2 il y a 2 ans. Et puis cette année, où on a pris tout le personnel
pour un petit peu parler de la communication, de l'ego, de chaque personne, parce que l'autorité aussi, c'est vrai que tout est différent maintenant de l'approche des gens. La recherche de solutions passe aussi par un allègement de la charge surréaliste de travail dans les brigades. À Lausanne, Franck Pelux et son épouse ont ainsi décidé de ne plus ouvrir sur 5 jours, mais uniquement sur 4. Dimanche, lundi, mardi, c'est fermé et tout le monde a congé. C'est simple comme système, hein. 4 jours on bosse dur et 3 jours on s'amuse fort aussi. Et on a décidé de fermer 3 jours pour assurer quand même une qualité de vie à nos équipes, à nous et à nos équipes, et aussi à nos clients, parce que je pense que des équipes reposées, heureuses, ça crée un engagement pour nos clients aussi. Enfin, ça se ressent, quoi, hein. Ils le redonnent ensuite à notre clientèle. Mais on a fait ça, oui, pour avoir un équilibre de vie, pour avoir d'autres choses que notre passion, qui est folle, mais la passion, il faut la préserver. On sentait au bout d'un moment qu'on s'essoufflait, qu'on s'épuisait, qu'on n'est pas forcément meilleur en travaillant plus. Quand vous êtes toujours, vous dormez plus, il n'y a plus rien qui vous plaît. Et finalement, on a décidé de préserver notre passion. C'est surtout ça la base du truc, quoi. À Fribourg, après 12 ans de carrière, Axel évolue désormais dans ce qui est, au sens propre, sa cuisine. Alors, nouveau, 2 soupes à suivre 2 menus viande. Suite à la 2, un menu viande. Avec 2 associés, le jeune chef possède en effet son restaurant, le Diapason. Ambiance décontractée, plus bistronomique que gastronomique. Une salade à la 14. Et toi, tu vas avec 2 soupes, une salade à la 10. Et pour cause. Déjà, rien que d'avoir un restaurant sans que ce soit un gastro, machin ou quoi, ça demande déjà énormément. Donc si on devait encore courir derrière une étoile ou je ne sais quoi, on passerait notre vie ici, quoi. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Donc on peut dire que là, vous êtes pleinement où vous voulez être, quoi. Je pense l'être, ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas, ouais. Et on espère que ça dure. Nouveau, 3 salades, une soupe à suivre. 3 menus végé, un menu viande, un croustifleur sans oignon, un bac to Etienne. Pour Axel, le long travail de déconstruction semble porter ses fruits. Chaque jour qui passe l'éloigne davantage des démons hérités de son apprentissage. Sa crainte porte désormais surtout sur l'avenir du métier. C'est clair que si ça continue, les gens n'auront plus envie de faire ce métier. On a déjà eu une grosse baisse ces dernières années entre tout ce qui se sait sur ce métier-là, que c'est un métier difficile, plus encore la période du Covid qui n'a pas aidé. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté ce métier et on est tout le temps en train de chercher du personnel difficilement. Mais ouais, l'enjeu, c'est ça, c'est de continuer à donner envie aux gens d'aller au resto, aux jeunes de potentiellement se lancer dans ce métier-là, plutôt que de devenir les bêtes noires de la terre entière, quoi. Léa, elle aussi, a rebondi. Elle occupe un poste dans un hôtel-résidence de Vevey et affronte, dès qu'elle le peut, l'eau glacée du lac Léman. J'ai toujours eu cette force de vouloir m'en sortir et aller de l'avant. C'est grâce à vraiment ma famille que j'ai pu m'en sortir et nager, faire du sport, voir des amis, voir de la famille, c'est ça qui redonne goût à la vie. Et aujourd'hui, c'est sûr que la malveillance, le mobbing, etc., j'en veux plus dans ma cuisine et je veux vraiment travailler dans un endroit qui est sain et qui donne envie d'aller travailler. C'est possible en cuisine ? Je l'espère. Léa et Axel ont donc quitté l'univers de la très haute gastronomie. Mais même s'il s'en est fallu de peu, leur parcours traumatisant n'a pas eu raison de leur passion. Bon appétit. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'actuellement les jeunes, enfin les nouvelles générations, on est des flemmards et qu'on n'a pas envie de bosser. Mais moi, c'est pas du tout ça. Moi, je suis motivée, j'ai envie de faire ma passion. Enfin,
Je suis prête à faire des heures si c'est quelque chose que j'aime, mais faire des heures pour quelqu'un qui En fait, il faut des conditions me méprise, correctes, ouais, c'est ça. ça vaut pas la peine. En fait, je trouve ça dommage de gâcher des ambitions et des Ouais, rêves c'est de ça, gens. mais clairement. Tout ça parce que... Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on a les moyens d'améliorer ça, tu vois. Mhm. C'est clair que c'est un métier stressant où ça demande de la rigueur et puis tout ça, mais ça n'empêche pas de le faire dans une bonne ambiance et en motivant tes équipes plutôt que de les descendre, quoi. Mhm. Je pense qu'il y a quand même clairement une évolution depuis quelques années, mais encore une chier de taf à certains endroits, quoi. C'est sûr. Mais ouais, on espère Mais que ça va changer. Mais on va faire en sorte, en tout cas, que ça change. Oui. Il serait Mhm. temps. Théorie. L'examen théorique t'as plu. Ah ouais. On va passer les examens sur les 26. Bah, en restaurant.